Comment utiliser ChatGPT pour faire son mémoire de fin d'études? On le sait, le mémoire de fin d'études peut faire peur, on ne sait pas par où commencer et pour certains, ça peut être une épreuve insurmontable. Et là, on se dit, pourquoi pas utiliser ChatGPT? Mais on ne sait pas trop par où commencer et la plus grande peur qu'on peut avoir, c'est d'avoir une mauvaise note parce qu'on peut voir sur Internet que si on l'utilise, on a un zéro. Donc aujourd'hui, ce live est dédié à tout ce qu'il faut savoir en fait pour réussir et comprendre comment l'utiliser. Ça va se passer en deux parties. La première partie, on va voir avec Patrick ici présent, comment utiliser ChatGPT de la meilleure des façons et comment le comprendre. Et dans une deuxième partie, nous aurons Marie-Paul qui va nous rejoindre, qui est juriste et formatrice, et nous expliquer son point de vue là-dessus et comment on peut réussir à lier les deux. Déjà, bonjour Patrick. Donc, tu es Patrick Belair, tu es spécialiste en IA et tu vas nous expliquer aujourd'hui comment réussir à utiliser ChatGPT pour faire son mémoire de fin d'études. Comment ça va? Bah, ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent et pour notre public? Alors c'est parti. Donc moi je suis Patrick Belair, donc je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, notre objectif principal, bah, c'est de faire briller de la meilleure manière possible nos clients sur Internet. Ça passe par la création de sites web, de campagnes marketing et de tout genre de choses. Et c'est sûr qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a eu une énorme révolution. Et cette énorme révolution, on a deux choix. Soit on la prend, soit on laisse passer le train. Et bah, comme vous en doutez, moi, j'ai décidé de l'embrasser complètement. Et depuis 2 ans, bah, je fais entre 1 à 5 conférences sur l'intelligence artificielle par semaine. Et j'ai aussi un background vraiment calé sur la partie formation, parce qu'à côté de l'agence, j'aime bien faire beaucoup de transferts de compétences et je suis directeur de master pour plusieurs écoles. Et ça fait bah, maintenant vraiment pas mal d'années que j'enseigne. Et donc, ça me permet de voir sur le terrain un petit peu ce qui se passe. Et c'est sûr que là, on est en train de vivre vraiment quelque chose. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de cette conférence, parce qu'on voit vraiment qu'il y a quelque part l'ancien monde et le nouveau monde, et jamais ça a été aussi vite qu'avec l'IA. Disons que dans ma carrière, au niveau de l'agence de com digital, je pense que j'ai vécu 4 révolutions sur lesquelles j'ai pris 100% de tout ce que je savais faire, je l'ai mis à la poubelle et il fallait que j'apprenne des nouvelles choses. Mais aucune de ces 4 révolutions n'ont été au niveau de ce qui se passe aujourd'hui. Au niveau de ce qui se passe aujourd'hui, c'est complètement hallucinant, quoi. Ce qui veut dire qu'il va vraiment falloir prendre ça à 100% si on a envie de pouvoir être performant sur la suite. Et disons qu'un petit peu comme souvent, bah, on a cette problématique, il y a des choses qui sont à plusieurs vitesses. Ça veut dire que nous, on va embrasser cette technologie, on va aller très vite par rapport à ça, mais toute la partie scolaire et toute la partie enseignement, notamment en France, eh ben, on la connaît souvent, elle est un petit peu plus lente. Et donc, il va y avoir beaucoup de questions qui vont se poser sur qu'est-ce qu'il va falloir continuer à apprendre pour être performant, comment est-ce qu'il va falloir apprendre, comment est-ce qu'on va mettre à jour tous les enseignements. Et voilà, ça, c'est la question brûlante, quoi. Oui, bah, très bien. Déjà, dans la salle, je voudrais bien savoir, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais utilisé ChatGPT? Est-ce que vous pouvez lever la main et ceux qui n'ont jamais utilisé ça de leur vie? Ouais, tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé, mais juste pour tester deux, trois trucs, mais qui ne comprennent pas grand-chose et juste ils posent des questions, ils connaissent un peu juste la base? Attends, mais vous êtes tous des spécialistes? Dans toi, une personne? Et donc là, tous les gens qui sont dans la salle savent très bien utiliser. Ils utilisent tout le temps, ils sont très forts avec. Ouais? Ouais, vous pouvez lever la main, hein. Ok, ok. Déjà, Patrick, est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ChatGPT pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas trop? Ça sert à quoi? C'est quelque chose qui on pose juste des questions, ça permet de nous aider, ça va réfléchir à notre place. C'est quoi ChatGPT en gros? Alors, ChatGPT, si on veut le côté technique, c'est un LLM, ça veut dire Large Language Model. Et disons que ça va permettre de répondre de manière logique à une question qui est posée. Par exemple, si je vous dis à tous bonjour, comment allez? Et disons que la suite de la réponse, c'est bonjour, comment allez-vous? D'accord? Et c'est ça qui va vraiment bah, permettre presque de manière magique Mhm. d'aller répondre à des questions. Et on va le voir un petit peu plus tard parce que je vais vous expliquer vraiment de manière logique comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'outil pour être le plus performant possible avec la rédaction d'un mémoire, etc., etc. Et bah, disons qu'il va falloir l'orienter vraiment de la bonne manière. Et on verra bah, que soit on peut faire des choses qui sont très basiques et ça va nous donner des résultats hyper basiques, ou nous-mêmes, on a une bonne culture et on sait vraiment bien utiliser l'outil et on va pouvoir l'utiliser. Si tu peux me permettre,
Juste aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y a pas que ChatGPT, et c'est ça aussi qu'il va falloir garder en tête, c'est qu'il y Mhm. en a plein, et selon les cas, il y en a qui vont être un petit peu plus performants que Bien les autres, sûr. donc on essaiera de voir ça aussi. Bien sûr. Parce que là, aujourd'hui, on va essayer de se focaliser sur ChatGPT, mais bien sûr, comme tu le dis, il y a beaucoup d'autres IA qui peuvent être plus performants pour certains types de sujets. Ça, on pourra en parler un petit peu pour savoir un peu la liste et quels sont les avantages et inconvénients de chaque IA. Parce que ChatGPT n'est pas parfait, n'est pas la seule IA qui existe, loin de là. Mais est-ce que là, on parle un peu de ChatGPT, on parle souvent quand on parle à une IA, on parle de promptage. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer l'importance de bien prompter? C'est quoi l'idée de se dire notre prompt, il est bien et comment faire pour bien prompter? Alors, bien sûr, bien sûr. Disons que aujourd'hui, on est face à des IA qui sont ultra performantes. Donc, la bonne nouvelle, c'est que même si vous n'avez pas une super technique pour la partie prompt, bah, disons que l'IA va rattraper ça. D'accord? Mais pour bien comprendre comment ça marche, on va essayer de se mettre dans la peau d'un stagiaire. On va essayer d'imaginer que ChatGPT, c'est un stagiaire qui vient d'arriver dans une entreprise. Et si on lui demande quelque chose comme par exemple écris un post LinkedIn, d'accord? Bah, imagine-toi, tu arrives dans une entreprise, c'est Mhm. ta première heure dans cette entreprise, et puis sans rien t'expliquer, sans donner aucun contexte, je te dis écris un post LinkedIn pour cette entreprise. Il y a de grandes chances que tu fasses un truc hyper moyen. Moi, je vais être un truc très basique où il n'y aura pas forcément de fond. Je vais regarder ce que l'entreprise a fait sur Internet et je vais faire un truc comme moi, je le pense qui est bien, mais sans connaître les Exactement. valeurs de l'entreprise en soi. Exactement, exactement. Et donc là, ça va être la base que la plupart des gens font. D'accord? C'est pour ça que souvent, les gens, quand ils utilisent l'IA, de base, ils disent, oui, la réponse, elle n'est pas super exploitable, c'est pas génial, Mm. le résultat, il est assez neutre, ça se voit que c'est de l'IA, etc., etc. Bien Et sûr. c'est là que ça va devenir super intéressant d'avoir une bonne technique pour prompter, parce que c'est ça qui va permettre bah, de correctement parler à l'IA. Sachant qu'en plus, il y a la version 4.5 de ChatGPT qui vient de Ok. sortir. Et avec cette version 4.5 de ChatGPT, c'est encore plus important d'avoir un prompt hyper structuré. Là, on va revenir après un peu des différentes versions de ChatGPT, savoir quel est l'intérêt de prendre une version payante et quelle est la limite de la version gratuite quand on est Mhm. étudiant, parce que c'est quand même une vingtaine d'euros par mois. Beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre de mettre 20 euros par mois pour certains, voir si c'est vraiment important ou pas, mais on va revenir là-dessus. Et avant que tu expliques vraiment les techniques de promptage, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va faire un test concret. On va faire un mémoire, enfin la base d'un mémoire, avec un promptage vraiment le plus basique possible, sans fond, voir ce que ChatGPT va nous sortir concrètement, et avec les techniques de Patrick, voir la différence qu'on va avoir avec des questions qui vont être plus pertinentes, plus approfondies, et avec ces méthodes, voir s'il y a une vraie différence et voir l'intérêt d'utiliser ça. Alors du coup, c'est quoi les premières bases? Comment on commence? Là, on est notre mémoire, on a notre sujet. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Là, on a l'IA devant nous. C'est parti. Alors déjà, on va commencer avec la base de base, savoir prompter correctement. Donc pour ça, j'ai mis au point une méthode qui va vous aider. Donc là, je vais switcher sur mon écran juste un petit Alors vous instant. pouvez Voilà. voir l'écran qui est juste là ou Voilà. ici pour avoir Impeccable. directement. Donc cette méthode, c'est la méthode REX. Donc c'est une méthode que j'ai mis au point pour vraiment que ce soit beaucoup plus facile pour les gens déjà à retenir et puis pour avoir vraiment cette base qui va permettre de correctement parler à ChatGPT Co. Alors quand je dis ChatGPT, c'est ChatGPT Co. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Il y en a plein. Il y a DeepSeek, il y a Qwen, il y a Mistral, il y a Claude. Enfin, il y en a plein. Qu'est-ce que ça veut dire REX? Alors, je vais pas aller trop loin sur la partie détail. Je pense que vous savez lire. Faites des captures d'écran de cet écran comme ça. Vous pourrez garder la méthode ou sinon vous le prenez en photo avec votre téléphone, que sais-je. Et surtout, vous allez essayer dans la mesure du possible de l'apprendre par cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rôle, explication, contexte, style, sortie. Et pour que ça rentre facilement dans la tête des gens, je l'ai appelé REX, REX comme un petit chien, qui veut dire que quand tu te retrouves face à ChatGPT, Enco, eh ben, n'hésite pas, tu penses à ce petit chien, tu écris rôle de point, explication de point, contexte de point, style de point, sortie de point. Comme ça, au moins, tu es sûr de rien oublier. Okay. Alors, rôle, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par lui donner un rôle. Je vais reprendre l'exemple du stagiaire. Disons que si tu es un stagiaire, que tu arrives dans une entreprise et qu'on ne te dit pas dans quoi tu fais ton stage, et qu'on te donne plein de tâches, et qu'à la fin, on te dit, alors, qu'est-ce que tu pensais que tu étais? Il y a peut-être une chance que tu ne saches pas vraiment. Mm. Alors que si de base on dit, toi, tu vas être le responsable de la communication, au moins, je sais où je vais, je sais qui je suis. Mm. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et encore plus justement avec la version 4.5, parce que disons qu'elle est non supervisée. L'entraînement, il est non supervisé. C'est C'est-à-dire. quoi? Alors, un entraînement supervisé, c'est moi, je te donne quelque chose à lire et je Mhm. te l'explique.
Ok. D'accord? Un entraînement non supervisé, je te donne quelque chose à lire et je ne te l'explique pas. À toi de te faire tes propres conclusions. D'accord? Ok. Donc, il y a une vraie différence, ce qui veut dire que ChatGPT, surtout sur la version 4.5, qui est relativement performante quand même, hein. Elle est pas mal décriée, mais elle est vraiment performante. Et ben, ça va être encore plus important de lui expliquer précisément parce qu'il risque de partir dans tous les sens parce qu'il a fait ses propres conclusions. Tu vois? Ok. Donc, on va commencer par lui donner un rôle. Deuxième étape, on lui explique clairement ce qu'on attend de lui. D'accord? Donc là, vraiment, je vais aller dans le détail. Et en général, les gens, dans la plupart des cas, me disent ouais, le résultat, il est un petit peu mou. Et ben moi, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, c'est peut-être que tes explications, elles étaient un peu molles. Hmm. Toujours comme pour le stagiaire, si jamais je lui dis fais-moi un post LinkedIn et que je dis rien d'autre, bah, tu vois, le post LinkedIn Ouais, il faut va donner être hyper l'objectif, c'est un moyen. peu l'objectif du poste, quelle est l'idée, etc. Voilà, tu vois, donc vraiment, tu racontes ta vie. Disons que moi, quand je fais un prompt, il va Hmm. faire cette taille-là, d'accord? Il Hmm. est vraiment balèze, ok? Parce que je vais expliquer de long en large tout ce qui se passe enfin, tout ce que j'attends de lui. Le point d'après, c'est le contexte, d'accord? Donc, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse? Hmm. Dans le cas d'un post LinkedIn, je pense que c'est un bon contre-exemple avec le à mémoire. Bah, mon post LinkedIn s'adresse à une cible, Hmm. s'adresse à une typologie de gens, etc., etc. Et donc, souvent, je vais parler au nom d'une marque. Donc, c'est quoi le positionnement de la marque, les valeurs de Mhm. la marque, etc., etc. Donc, ça, c'est le contexte. Ensuite, après, on va parler de style. D'accord? Il faut qu'il y ait un ton un petit peu particulier. Par exemple, moi, sur mes posts LinkedIn, personnellement, j'aime bien utiliser un ton un petit peu à la Gary Vee. Gary Vee, c'est un entrepreneur américain. Il est connu pour son côté super engagé. Parfois, il est même un petit peu vulgaire. Je trouve ça intéressant parce que ça donne de la couleur au Hmm. post. Pas le côté vulgaire, d'accord? Bien sûr. Souvent, j'utilise ça le côté vulgaire. Et même Mais, le tutoiement, le vouvoiement, ouais, c'est vraiment ouais, la base de dire ChatGPT a pu se vouvoyer directement, lui dire est-ce que tu peux tutoyer parce qu'on est proche de la communauté, proche de notre poste, bah, il va mhm. tout de suite changer son ton là-dessus. Complètement, complètement. Donc, tu vois, au niveau du style, comme tu dis, tu vois, tu peux lui demander de parler comme un influenceur, comme Victor Hugo, etc., etc. Et puis, au niveau de la sortie, donc RECSS, rôle, explication, contexte, style, sortie, faites gaffe, il y aura une interro à la fin. Donc, rôle, explication, contexte, style, sortie. Donc, la sortie, c'est la typologie de sortie que tu veux. Donc, Mm. est-ce que tu veux 3 paragraphes? Est-ce que tu veux que des titres? Est-ce que tu veux du code? Est-ce que tu veux un tableau? Etc., Mm. etc. Donc ça, déjà, ça va donner une bonne base. Mais ça va être qu'une partie, d'accord? Là, je dirais qu'on est au niveau C'est la intermédiaire. structure en fait, c'est un peu la Voilà, structure que tu veux donner c'est ça, à ton prompt et c'est ça, à ton résultat surtout. c'est ça. Mais c'est là que ça va être intéressant de prendre de la hauteur, d'accord? Mm. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre de la hauteur et de voir aussi, au-delà de t'aider à rédiger, comment ChatGPT aussi peut être pourvoyeur de culture, d'accord? Disons que moi, une des craintes que j'ai eues au tout début de l'IA, c'est que je me suis dit, OK, c'est la fin, on va arrêter d'apprendre parce que l'IA va tout faire à notre place Mhm. et notre culture personnelle, elle va plus servir à rien, d'accord? Et Ok. là, tu vois, je laisse une pause pour le drame. Parce que c'est vrai, peut-être d'ailleurs, là, on a plein de questions à se poser sur ça. Mhm. Et je me suis aperçu, depuis l'IA, que j'ai jamais autant appris et j'ai jamais autant boosté ma culture personnelle que depuis l'IA. Et il y a un truc qui est juste génial ici à faire, on va le faire tout à l'heure de manière concrète, c'est que tu peux demander à l'IA d'agir comme un expert sur un sujet, Mhm. d'accord? Et derrière, lui dire qui sont les 10 experts les plus forts sur ce sujet, Mhm. d'accord? Quels livres est-ce qu'ils ont écrit? Mhm. Quels sont leurs meilleurs concepts? Et de te donner un exemple de chacun de ces concepts, d'accord? Je vais te donner un exemple super concret. Imaginez, vous avez besoin de faire un mémoire sur la négociation, Mhm. d'accord? Donc là, on est sur un mémoire qui a un sujet qui est en rapport avec la négociation. Je vais aller tout de suite sur une démo rapide, Ok, d'accord? vas-y, Mais vas-y, vas-y. plus tard, on reviendra sur le sujet principal. Donc là, je vais lui dire, agis comme un expert de la négociation et de la persuasion. Je fais quelques fautes de frappe, c'est pas grave du tout parce qu'il va de manière logique comprendre ce que je voulais dire. D'accord? Mhm. Donc ça, j'ai même pas besoin de les corriger et d'ailleurs, ça va être un bon use case. Donne-moi une liste des 10 auteurs les plus connus sur ce sujet. Ensuite, je vais lui dire pour chaque auteur, donne-moi 2 points. Donc là, je vais dire leur meilleur livre, leur meilleure technique, technique avec une explication
de la technique et un exemple avec du contexte. Donc, si jamais je reprends par rapport à Rex, tu vois, rôle, agis comme un expert de la négociation. Ensuite, explication, donne-moi une liste des 10 auteurs les plus connus sur ce sujet. Et puis, finalement, là, tu vois, j'ai passé le côté contexte parce que je m'adresse à moi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir un style particulier. En revanche, au niveau de la structure, tu vois, donc là, je lui ai fait une structure. Donc, je lui dis pour chaque auteur, donne-moi leur meilleur livre, leur meilleure technique avec une explication et de la technique. Alors, vous voyez que j'ai fait vraiment beaucoup de fautes de frappe, puisqu'on est en mode live. Je fais exprès de les laisser pour voir si l'IA comprend bien. J'ai une question. J'ai vu souvent sur Internet qui dit si tu fais des fautes de frappe quand tu parles à l'IA, il va te répondre avec des fautes de français et des fautes de frappe. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, hyper intéressant ça peut arriver. Disons que ChatGPT, si tu l'insultes, beaucoup. Disons que, alors déjà, fais pas ça parce que sait-on jamais, tu vois, peut-être que l'IA va prendre le pouvoir et qu'il s'en souviendra. Non, ça c'était juste pour blaguer, j'espère pas du moins. Mais disons que c'est normal de manière logique, si tu t'adresses à lui d'une certaine manière, il risque de te répondre de la même manière. D'accord. Donc il ne faut pas trop en faire. Pour le coup, parce que ça peut bien sûr influencer. Et donc là, tu vois qu'au niveau des assortis, il nous parle de Robert Cialdini et de Chris Voss. Sur les deux premiers, et ça, c'est hyper intéressant. Robert Cialdini, c'est quelqu'un qui a écrit donc, ce bouquin Influence et manipulation. Il a 6 principes, c'est les 6 principes de Cialdini qui vont nous permettre d'être beaucoup plus forts sur tout ce qui est négociation. Par exemple, tu vois, si je t'offre un café à la pause, principe de réciprocité, il y a de grandes chances que toi aussi, tu m'en offres un. Ou plus tard, oui, le côté redevance. Chris Voss, ancien négociateur du FBI, c'est le gars qu'on appelle quand il y a une prise d'otage. D'accord. Et donc, quand il y a une prise d'otage, tu vois, lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Ne coupez jamais la part en deux ». Tu te doutes bien que tu ne peux jamais couper la part en deux. Imagine s'il y a 4 otages, tu ne peux pas dire « les gars, vous en butez 2, vous nous en rendez 2, on coupe la part en 2 ». Ça ne marche pas. Et donc, il a créé une technique qui est juste géniale, qui s'appelle la technique de l'étiquette, où toi, je vais essayer de comprendre quelles sont tes motivations profondes. Et une fois que je les aurai compris, et bien là, je vais pouvoir négocier plus fort. Et il y avait un exemple qui était génial dans son livre. Il y avait beaucoup de prises d'otages en Haïti. Et souvent, il était appelé en Haïti pour les prises d'otages. Et en fait, les mecs faisaient des prises d'otages, accroche-toi, parce qu'ils voulaient avoir de l'argent pour sortir le samedi soir. Ce qui fait que, tu vois, c'est ça l'étiquette, c'est ça il disait la que, motivation. En fait, si jamais il faisait une prise d'otage le lundi, et ben en fait, il attendait, etc., toute la semaine parce qu'il savait que ça allait diminuer parce qu'il voulait sortir le soir et du coup, ils allaient accepter moins d'argent. Et donc les otages allaient coûter 2 millions le lundi et $500 le samedi à 17h parce que c'était cool d'avoir $500. Voilà, donc tu vois, c'est ça qui est génial. Là, vous voyez qu'en quelques instants, on vient de level up toute notre culture sur la négociation. Et regardez bien, là, je vous en ai fait 2 sur 10 et il y en a plein d'autres, d'accord. Et donc là, imaginez le temps qu'il aurait fallu pour aller trouver qui sont les meilleurs auteurs, quels étaient leurs meilleurs livres, c'est quoi leurs meilleures techniques et un exemple. Donc ça aussi, c'est une super utilisation de comment vous allez pouvoir utiliser l'IA pour booster quelque part toute votre culture personnelle sur un sujet. Parce que je pense qu'il y a toute cette partie recherche qu'on va pouvoir avoir de manière classique sur un site web ou en bibliothèque, d'accord. Mais l'IA, elle va venir renforcer ça. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que sur un site web, souvent les gens, quand ils font du contenu de qualité, ils ont un objectif. Souvent, c'est de te vendre un truc. Dans 95% des sites web que tu visites, à la fin, les mecs veulent te fourguer quelque chose. D'accord. Donc, on n'est pas tellement sûr que ce qu'ils vont nous proposer comme info, elle soit tellement légitime. Surtout qu'aussi, par exemple, si on prend des critiques de livres, chacun va faire par rapport à son ressenti, alors que l'IA va s'adapter à ton ressenti en soi. Moi, j'aime bien l'exemple de j'aime bien un film au cinéma. Je vais dire j'aime bien ce film. Pourquoi j'aime bien ce film? Donne-moi des films qui ont des histoires similaires ou un peu ce style-là. Et en fait, du coup, il va m'expliquer quel film je pourrais regarder qui pourrait me donner ce même sentiment que celui que j'ai eu. Et ça marche hyper bien. Alors que chercher sur Internet, ça prend des plombs. On n'a pas vraiment ça parce qu'on a un truc très précis en tête. Et du coup, on a vraiment cette réponse qui est très précise par rapport à ce qu'on a envie. Et alors justement, tu vois, hyper intéressant. Tu parles de précision et sur la partie mémoire, c'est là aussi que ça va devenir vraiment génial parce qu'on va devoir, bien entendu, travailler sur quelque chose de précis. Disons que quand tu dis quelque chose dans un mémoire, il faut absolument que tu sois sûr de tes sources. D'accord. Et donc, sur la partie source, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'IA de la bonne manière? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut truster aussi un site web de la même manière que est-ce qu'on peut truster un livre? Tu vois, disons que ce n'est pas parce que c'est écrit dans un livre que c'est vrai, ce n'est pas parce que c'est écrit sur le net
c'est vrai, tu vois, je crois que c'est le philosophe Orelsan qui Mm. dit ça, tu vois, c'est pas parce que tu l'as vu sur Internet Mm. que c'est vrai, quoi. Et ouais, bah, je trouve ça assez dingue parce qu'après, souvent, les dernières versions de ChatGPT, ils te permettent de te linker directement Mhm. un site web. Et par exemple, moi, le problème que j'ai eu, c'est qu'au début, j'ai dit, bah voilà, moi, je vais faire sur ce sujet-là. Donc, il me donne plus ou moins des réponses. Puis après, je lui dis, je trouve ça un peu bizarre, donne-moi mes sources. Et là, je vois des sources qui datent de 2008, 2012, etc. Et en fait, bah, là, je suis obligé de lui dire, donne-moi des sources qui datent de cette année pour être sûr que ça soit des choses qui ne soient pas bah, obsolètes, en fait. Mhm. Et du coup, je suis obligé à chaque fois ajouter une information précise pour être sûr de me dire, OK, j'ai besoin que tu me cites les sources, que tu me donnes les sources il y a moins d'un an, moins de 2 ans, pour être sûr d'avoir quelque chose qui est vrai. Alors justement, sur ce point-là, je te recommande d'être hyper vigilant. Parce que disons qu'il y a la version recherche. Donc là, si on va sur mon écran juste un petit instant, comme ça, je vous montre comment ça marche. Vous voyez, là, ici, boum, je peux venir activer recherche. Alors, attends, je vais même faire un nouveau. Donc là, je vais lui dire, donne-moi une recette de tarte tatin. Tu vois, j'y vais comme ça. Alors là, je ne vais pas utiliser Rex, hein, c'est juste pour aller vite. Je vais activer la recherche, je vais appuyer sur Entrée. Et donc là, il va s'appuyer sur une recherche web pour me donner le résultat. Et là, tu vois que sur Ici, chaque mhm. morceau, il m'a donné une partie web. Sauf que il Ah ouais, faut c'est des pas, sources différentes là. il faut pas oublier que, tu vois là, ici, j'ai même une vidéo YouTube, et puis là, il va venir citer les sources sur le à côté. Mhm. Donc, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que l'IA, parfois, elle hallucine. En fait, on parle des hallucinations de l'IA quand il va te créer quelque chose. Par exemple, Ok. si tu lui parles d'un article de loi, si tu lui demandes des sources précises, Mhm. bah, disons que ChatGPT, c'est le bullshitter ultime. D'accord. Et donc, lui, quelque part, il faut qu'il ait réponse à tout. Donc déjà, il faut lui dire que s'il n'a pas de réponse, c'est OK. Tu vois, Mhm. ça, Mhm. ça, Ok. c'est cool. Et il va falloir toi aussi que tu vérifies. Mais justement, j'ai un truc qui va être hyper cool. Et pour une fois, ça ne va pas se passer sur ChatGPT, ça va se passer sur Gemini. Parce que la fonctionnalité que je vais vous montrer, elle existe sur ChatGPT, mais ça coûte 200 dollars par mois. Et je ne Ah ouais, pense ça pas coûte. que les étudiants qui regardent cette vidéo aient 200 dollars par mois à mettre. Mais sur Gemini, tu peux l'atteindre et ça va coûter 20 dollars par mois pour le coup. Ok. Donc c'est là aussi que ça va être intéressant parce que je pense que vous allez être nombreux au moment de la rédaction de votre mémoire à vous poser cette question et on essaiera d'y répondre tout à l'heure. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ChatGPT version gratuite ou payante ou peut-être autre chose? Mhm. Eh ben, tu vois, avec la version payante de Gemini, qui est pour l'instant le numéro un, d'accord? Disons que Ok. les gens préfèrent Gemini à ChatGPT en ce moment. Mhm. Même si moi, personnellement, j'aurais tendance quand même à vous recommander de rester sur ChatGPT, parce que c'est là où vous aurez le plus de tutoriels. Mais regardez bien, dans Gemini Advanced, je peux faire une deep research. Donc deep research, ça veut dire qu'au lieu de faire une recherche classique sur le web, d'accord, Ok. vraiment rapide, il va prendre son temps. Donc cette deep research, elle va prendre plusieurs minutes. Donc on peut prendre n'importe quel sujet. Je ne sais pas si tu as un sujet en tête un petit peu délicat, comme par exemple, peut-on guérir la myopie? Est-ce que l'IA va prendre le pouvoir? Enfin, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que tu en as une? Est-ce que quelqu'un a une idée en tête, une question qu'il aurait posée à Gemini là-dessus? Un truc Un un peu. truc qui est un peu complexe, ouais. Personne n'aurait une idée, un truc un peu marrant à lui donner. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? J'en ai plein sinon, hein. De quoi tu veux? Ok. Donc, quelles sont les dernières actus de cette semaine en rapport avec la fonction publique? Dans quel contexte tu veux ça? Pour quelle typologie de... C'est quoi l'objectif? Passer Ok, un- pour passer un concours, d'accord. Agis comme un étudiant en recherche de poste dans la fonction publique. Donc là, c'est le rôle. On y va. Ok, quelles sont les dernières actus de cette semaine en rapport avec la fonction publique? De l'État. Ok, on me dit Non, de faisons travailler à ta l'État. place. C'est parti, ok, ok. Je vais pas aller plus loin comme ça, on gagne du temps, mais vous vous doutez que si j'avais fait Tourex, ça aurait été mieux. Là, ça aurait été intéressant peut-être de mettre un petit peu de contexte, etc. etc. Et donc, c'est ça qui va être juste génial avec Deep Research, tu vois que ça va vraiment mettre du temps
pour faire cette recherche. Vous allez voir, il faudra que je revienne dessus un petit peu plus tard Ok. pendant ce Bah, live. je te propose, vu qu'on a ça, le temps passe vite, Ok, c'est qu'on passe un peu à l'exemple qu'on s'est dit de d'accord. comment revenir du coup sur le fait de faire un mémoire et avec la technique du coup Rex et ajouter le côté culture générale, comment faire des bonnes recherches avec l'IA et de le faire de la façon la plus simple possible, à juste C'est poser parti. une question. Alors, pour cet exemple, j'ai réfléchi à une idée de mémoire et ça serait sur l'impact des réseaux sociaux sur la concentration. C'est un truc qui touche un peu tout le monde aujourd'hui, tous les jeunes. Donc, est-ce que par exemple, là, si tu ouvres ChatGPT et tu lui dis, voilà, on va pas aller sur le mémoire en entier, c'est trop long, mais aller sur l'introduction et sur la structure et dire simplement, je dois faire un mémoire sur l'impact des réseaux sociaux et la concentration, fais-moi une intro et, euh, une structure pour le mémoire. Vraiment le truc le plus simple et on se dit, bah voilà, moi j'ai fait ça, il va m'écrire mon mémoire, ma structure, mon intro et je vais donner ça directement au prof, comme ça j'ai pas besoin de travailler. Ok, La question. intéressant. Intéressant. L'impact des réseaux sociaux sur la concentration. Alors, juste avant de démarrer, ce qui était assez cool, c'est qu'on a un chouette panel d'étudiants devant nous. On en a à peu près 30, 40. Et juste avant le Vas-y, live, vas-y. j'ai posé la question pour le fun, tu vois, Mhm. pour en savoir un petit peu plus. J'ai demandé aux gens qui aimeraient que ChatGPT fasse tout leur mémoire. Il y en a 2, 3 qui ont levé la main. Mhm. Qui aimeraient que ChatGPT les accompagne donc, Mhm. dans la rédaction du mémoire, donc un petit peu comme un assistant. Là, il y a quasiment toute la salle. Et qui voudrait faire le mémoire 100% à la main avec zéro IA. Et là, il n'y en a que un et demi qui a levé la main. Je pense qu'il y en a un qui n'avait pas de choix et puis l'autre qui a voulu failloter un petit peu. Quoi. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'il faut vraiment qu'on s'y Mhm. mette tous ensemble. Bien sûr. Les enseignants, même, tu vois, de manière un petit peu plus large, Mhm. qu'on réfléchisse à nouveau. L'idée, c'est Bien sûr. quoi? C'est qu'au niveau des exercices qu'on va proposer aux étudiants, que ce soit des choses qui soient adaptées à leur futur. Parce que moi, j'entends de plus en plus des profs qui disent, j'ai mis 0 à un étudiant parce qu'il a utilisé ChatGPT. Mhm. Moi, tu vois, ça m'est hors de moi parce que Bien j'ai sûr. l'impression que les exercices qu'ils donnent, en général, c'est des exercices qui datent d'un autre temps. Et disons que ces exercices qui datent d'un autre temps ne seront pas adaptés au futur de Après, tout ces dépend étudiants. de comment la personne a répondu parce qu'il faut que la prof quand même détecte qui a utilisé l'IA. Alors, si c'est un truc qui n'a rien à voir à côté de la plaque et la personne elle a juste fait un copier-coller sans réfléchir, peut-être que ça ne mérite pas forcément un 0, mais ça mérite quand même pas une très bonne note. Alors que s'il y a un effort derrière et que là, elle se dit, c'est quand même trop approfondi par exemple, mais que c'est quand même bien structuré, mais c'est pas possible qu'il sache ça et je mets Mhm. 0, là, il y a quand même se dire, bah non, il a quand même fait l'effort de réfléchir et d'ajouter des choses. Complètement, complètement. C'est ça, c'est ça. Donc voilà toute la réflexion qu'il va falloir avoir. Mais disons que je pense que ce live s'adresse aussi aux profs, d'accord? Si vous regardez ce live, je pense que ça va vraiment être important aussi de vous dire, bah voilà, aujourd'hui, est-ce que le sujet que j'ai donné, il est tellement simple quelque part où il est tellement pré-IA qu'il suffirait de le copier-coller dans un ChatGPT pour avoir une réponse. Mhm. Et donc là, dans ce cas, c'est à vous aussi de vous poser cette question, sachant que ça marche dans les 2 cas, parce que moi, je vois de plus en plus aussi de profs qui s'embêtent pas, tu vois, et qui Mhm. font tous leurs exos dans ChatGPT, sachant que tu peux aussi récupérer tous les boulots des étudiants, mettre tout ça dans un PDF, donner le sujet, donner le PDF à l'IA. Vas-y, fais-moi les réponses avec, Bien sûr, avec ces critères, tu vois, ça marche dans les deux bien sens. sûr. Et donc, les zéros, je pense qu'ils sont à mettre dans un sens comme dans l'autre. Allez, c'est parti. Donc, l'impact des réseaux sociaux sur la concentration. Donc, ça, c'est le thème qu'on va devoir voir. Donc, déjà, première chose, pour faire ça de manière efficace, je vais devoir découper. Alors D'accord? déjà, est-ce Donc, que tu peux juste faire la version vraiment pourrie? d'accord. Alors, version pourrie, Vraiment comme ça, ça donnerait ça. Écris-moi un. Alors, une attends, introduction. version pourrie pourrie. Salut, ChatGPT. Voilà, donc là, on y va, tu vois. Ça arrive très souvent de voir des gens faire ça comme ça. Salut, ChatGPT, écris-moi un Alors, pas mémoire. mémoire, parce que sinon, ça va être trop peut-être une introduction de mémoire. Mais ouais, attends, juste Vas-y, vas-y, je regarde. te laisse faire. Vas-y, Un, je dirai. un- un mémoire sur ce sujet, tu vois, parce que souvent, les gens font ça. Ouais, t'as raison. Non, mais ouais. D'accord? L'impact des réseaux sociaux sur la concentration. Et disons qu'on va arriver tout de suite face à une première problématique, c'est la quantité. Je pense que c'était pour ça que tu m'as parlé Voilà, d'introduction. j'ai peur Voilà, complètement. 30 pages et de dire, bon, on va se taper les 30 pages pour voir la différence. Mais Et voilà. Et donc là, bah, bien sûr, ça va pas marcher. Donc, ils vont essayer de broder pour faire en sorte que ça aille plus loin. oui. Et tout de suite, ça va me permettre d'aller vers quelque chose qui est un petit peu plus intéressant. Parce que vous en doutez, si votre mémoire, partons du principe qui fait quoi? 60 pages, 100 pages? Moi, je sais pas. Prenons 100 pages, Ouais, c'est d'accord? vrai.
Donc 100 pages, eh ben, disons qu'on va avoir un vrai souci, c'est au niveau de la longueur. Donc vous allez voir, et c'est ça qui va être fabuleux, hein, d'accord? C'est que en quelques secondes, tu vois, Mmh. j'ai l'impression qu'au niveau timing, toi tu te dis qu'on est peut-être un petit peu court. Moi je pense pas. Moi je pense que franchement, en quelques secondes, on va le sortir, D'accord, d'accord? vas-y. Bah, c'est toi le C'est pro, ça hein, qui c'est va toi être dingue, l'expert, hein. hein. C'est ça qui va être dingue. Alors, regardez bien. La méthode, c'est la suivante. Donc là, bien sûr, je vais reprendre cette partie-là. Est-ce que tu peux Donc, juste ouvrir, ouais, tu ouvres une nouvelle. ouais, j'ouvre une nouvelle fenêtre, comme ça, on repart de à zéro. Ouais, vas-y. Déjà, première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est on ne va pas tout de suite attaquer dans le dur avec des prompts, d'accord? La première base, c'est un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure pour la négociation et la persuasion, c'est il faut que je me renseigne sur qui sont les experts des réseaux sociaux, Mmh. qui sont les experts de la concentration, c'est quoi leur meilleure technique, etc., etc. Ok. Comme j'ai fait tout à l'heure, tu vois? Mmh. L'idée, c'est vraiment de level up. Ensuite, deuxième étape, je vais sur Gemini en mode deep research et je pars à fond sur des recherches super profondes sur les sujets qui m'intéressent, sur la concentration. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Je pense que c'est un super sujet Mmh. en termes de dopamine. Pourquoi finalement est-ce qu'on a du mal à se concentrer aujourd'hui? Parce qu'on est pollué par nos pensées spontanées. Et tout Mmh. ça, c'est issu de la dopamine. Donc il y a une foule de choses à savoir. Donc première chose, boostez votre culture à mort. Et comme vous l'avez vu, c'est hyper facile à faire. Vous n'avez même pas besoin de lire les livres parce que finalement, vous aurez tous les exemples et c'est ça qui va être hyper Mmh. cool. Donc, un énorme boost de culture. Tu vois, Mmh. disons que grâce à ça, j'ai presque l'impression d'être Néo dans Matrix Ouais. quand il se retrouve face à un hélicoptère, qu'il a besoin d'apprendre à le piloter en 5 minutes grâce à l'IA. C'est faisable et ça, c'est fabuleux. Donc, voilà déjà une première bonne méthode pour l'utiliser. Maintenant, je vais prendre le pire use case, d'accord? Je vais me mettre dans la peau, pardon, de celui qui veut pas s'embêter, qui veut que ce Ok. soit l'IA qui rédige 100% de son mémoire, d'accord? Je dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, d'accord? Mmh. Mais au moins, je vous montre la méthode la plus extrême. Comme ça, Ok. derrière, ce sera facile de revenir sur du un peu moins. Donc là, imaginons donc que j'ai boosté ma culture à fond sur le sujet et donc j'ai plein de choses pour enrichir le prompt. Déjà, première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire agis comme un spécialiste de la rédaction de mémoire de fin d'études. Voilà, comme ça. Accompagne-moi dans la rédaction d'un mémoire dont le sujet est de points. Et donc là, je colle le sujet. Ensuite, je vais lui donner du contexte. Donc, rôle, explication, contexte. Donc, à destination d'un enseignant chercheur un peu vieille école, amusons-nous, d'accord? C'est juste pour le fun, d'accord? Un peu vieille école. Ensuite, on va donner un style. Donc, écrit dans un style frais, jeune, un peu youtubeur, d'accord? Tu vois, pour vraiment que ça ait l'air vrai, tu vois? Oui. Disons que mon objectif, c'est ça, tu Mais vois? c'est Là, pas l'écrire en ancien français, pas c'est trop ça. soutenu parce que c'est plus notre génération. Exactement, exactement. Alors, j'ai pas fait de frais de mettre des à majuscule, c'est pas très grave. Et puis sortie, d'accord? Donc c'est là que ça va être le plus intéressant, Ouais. sortie. Parce que disons que je vais jamais pouvoir avoir mon mémoire d'un coup comme ça, d'accord? D'accord. Donc il va falloir que j'ai une super structure. Donc sortie maintenant, Ouais, je vais il lui faut, faut, dire faut pas lui dire directement sans moi 100 pages de mon mémoire, quoi. Il faut le faire exactement, étape par étape. étape par étape. Donc Ok. commence par me donner les 12 grands chapitres du mémoire. Alors pourquoi 12 comme ça, Ok. d'accord? Du mémoire. Et là, je vais dire sous forme de liste à puces. De liste à puces sans description. Tu vois, donc je suis vraiment hyper précis sur ce que j'attends. Ah, parce que Sans souvent, il va trop description. décrire et à chaque fois expliquer chaque chose, alors que toi, tu veux juste avoir tes idées pour l'instant. Exactement, exactement. J'y vais. Boum. Et alors, pour le fun, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le même prompt dans plusieurs IA. Comme ça, tu vois, ça va permettre d'en voir quelques-unes. Là, je suis sur le chat de chez Mistral. Je vais aller du côté de chez Claude de chez Anthropic. Je vais aller sur Grok de Elon Musk. Ensuite, je vais sur Gemini. Alors, attends, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre sur Gemini. Comme ça, on l'aura tout bien. Gemini, voilà. Donc, Gemini, moi, j'ai la version payante.
Donc, c'est la 2.0 Pro expérimentale qui est la meilleure. Mais si vous n'avez pas la version payante, vous pouvez aussi utiliser gratuitement l'AI Studio et vous allez pouvoir avoir la même chose avec l'AI Studio. Par contre, vous n'aurez pas d'historique, d'accord? Tu vois, donc pour un mémoire, ce sera quand même une galère parce que si tu fermes ta fenêtre, tu as tout perdu. Bien sûr. Voilà, donc je ne vous recommande pas quand même, hein. Donc Gemini, et puis allez, on va faire ça aussi du côté de DeepSeek. Donc DeepSeek, les Chinois de DeepSeek. Et donc Qwen, c'est Alibaba qui est derrière aussi, pour finir comme ça, tu vois, vous en avez plein d'autres, et ça vous permet de faire un grand tour. C'est parti, introduction, les réseaux sociaux, meilleurs ennemis de la concentration. Ensuite, les réseaux sociaux, petit tour du proprio, le cerveau face aux notifs, ça dit quoi la science, dopamine et scrolling, la recette secrète de la distraction. Concentration versus interruption ou round one fight, quand TikTok devient plus captivant qu'un cours magistral, etc., etc. Vous voyez qu'au niveau du style, il a vraiment été fidèle à ce que je lui ai demandé, frais, jeune, un petit peu youtubeur, d'accord? Et disons que ça, c'est vraiment le moyen, quelque part, de passer tous les filtres, tu vois? Parce que disons que la plupart des gens, quand ils vont lire des choses qui sont faites par l'IA, tous, on a développé un genre de détecteur à IA, d'accord? Et tu peux le voir que c'est hyper facile d'aller passer ce détecteur à IA. C'est pour ça que j'ai pris le cas extrême de quelqu'un qui pourrait faire 100% de son mémoire avec l'IA. Alors, Vous voyez? Ouais. j'ai une question à te poser, c'est que est-ce que c'est important d'utiliser des superlatifs quand on parle à l'IA? Parce que comme l'IA, on va dire que c'est un peu bête et méchant. Si je dis par exemple, écris-moi le mémoire ultime ou Ouais. le celui qui me donnera 20 sur 20, est-ce que Ouais. c'est bien d'aller chercher un extrême dans les mots qu'on utilise pour qu'il nous sorte vraiment le meilleur ou est-ce qu'il faut rester assez humble ou assez neutre? Alors, je pense que ça peut vraiment être une bonne idée d'aller chercher quelques superlatifs parce que ça va permettre justement à l'IA de faire des choses qui sont moins bateaux. Ok. Tu vois, disons que si tu lui demandes quelles sont les idées les plus originales, les plus époustouflantes, quelque chose qui est jamais vu, dis-moi des choses que les gens pensent être faux, etc., etc. Ok. Et ben c'est là que ça va devenir super intéressant parce que on va aller creuser un petit peu plus loin. Tu peux aussi demander à l'IA qui se remette en question. Par exemple, tu vois là ici, sur cette base, d'accord, donc ça c'est la base qui est la plus importante, puisque c'est les grands chapitres dus à mémoire, je peux lui dire, par rapport à la réponse que tu m'as donnée, essaye de l'évaluer. Dis-moi qu'est-ce qui vraiment te paraît pertinent et qui est dans la réponse que tu m'as donnée, qu'est-ce qui d'après toi peut être améliorable. Et par rapport à ça, propose-moi d'autres solutions. Et ce qui est assez fou, c'est que l'IA, elle va s'autocritiquer, tu vois. Donc ça, c'est génial. Et si tu utilises des superlatifs, elle va vraiment s'autocritiquer à mort, comme par exemple, sois hyper dur avec toi-même, etc., etc. Tu vois, donc ça c'est chouette. D'ailleurs, ma recommandation, c'est grâce à l'IA, vous voyez que vous avez gagné une tonne de temps, d'accord? Donc essayez toujours de creuser pour atteindre le niveau 5. Essayez de vous dire, OK, ça c'est ma base, comment je peux aller plus loin? Et puis même quand je suis au niveau 2, OK, ça y est, je suis allé plus loin, comment je peux atteindre le niveau 3, 4, 5, etc., etc. D'accord? Puisque vous allez gagner du temps, faites relire vos mémoires, allez chercher plus d'experts, etc., etc. Tu vois, c'est ça qu'on va pouvoir faire. Alors, rapidement, ce que je vais faire, donc là maintenant j'ai les 12 grands chapitres de mon mémoire, on va imaginer que c'est cool, tiens peut-être, regarde, je vais sur Grok, donc ça c'est Elon Musk, donc méthodologie, comment on va enquêter sur ce bazar, les réseaux sociaux, une drogue 2.0 pour le cerveau, tiens, intéressant celle-là. Donc là, j'ai mes 12 grands chapitres. À présent, je vais lui dire, découpe le chapitre 2 points, les réseaux sociaux, une drogue 2.0 pour le cerveau en peut-être je vais prendre 10 sous-chapitres. OK, comme ça. Et donc, je vais lui dire, donne-moi le résultat, toujours pareil, sous forme de liste à puces. En fait, ton idée, c'est de faire un entonnoir, quoi. C'est à chaque Exactement. fois d'aller développer et redévelopper et à chaque fois développer par des textes. Et après, comme ça, tu as tout mémoire qui se crée, en fait. Exactement, exactement. Donc là, c'est parti. Donc là, j'étais sur le chapitre les réseaux sociaux, une drogue 2.0 pour le cerveau. Donc maintenant, j'ai une dizaine de sous-chapitres. Tu vois, donc notification, tiens, hyper intéressant, les notifications, parce que c'est le truc qui nous pollue, tu vois. Disons qu'on est super concentré sur un truc, boum, notification, et on perd toute notre concentration. Et donc là, à présent, je vais lui dire, développe le sous-chapitre, pardon, puisque là, on est en mode sous-chapitre. Sous-chapitre, 2 points. Notification, les petites alertes qui nous tiennent en laisse. Ah, je trouve que c'est hyper cool comme titre d'ailleurs. En 4 paragraphes. Et puis là, je vais insister sur le style. Donc là, tu vois, je vais garder le style frais, jeune, un peu youtubeur. C'est toujours intéressant parfois de faire des petites piqûres de rappel en 4 paragraphes dans le même style frais, jeune, un peu youtubeur. C'est parti.
Et donc, à présent, eh ben, tu vois, c'est là qu'on va avoir le mémoire qui va s'écrire pour de vrai. D'accord? Donc, je pense que c'est très simple en termes de, 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 comment dire, de la typologie. D'accord? Donc, dans un premier temps, vous allez Ouais. demander tous les chapitres. Ensuite, pour chaque chapitre, vous allez demander tous les sous-chapitres. Et puis après, pour chaque sous-chapitre, on n'a plus qu'à rédiger. Tu vois? Ouais. Donc, c'est vraiment aussi facile que ça. C'est pour ça que je n'étais pas inquiet sur le timing. Tu vois que ça Mais m'a littéralement alors, pris quelques faut faire secondes. attention, faut quand même se relire parce que la première phrase, c'est Io, tu as déjà remarqué. Alors, on va peut-être pas marquer ça sur notre mémoire, mais ouais. Mais en fait, tu vois, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé Grok. Ouais. Et Grok, c'est celui qui est le moins censuré. Ok. Et donc, ça me permet aussi de vous montrer, tu vois, qu'il n'y a pas que ChatGPT. Tu vois, ChatGPT, regarde bien. Tu vois, si je pose les mêmes questions, j'y vais comme ça. Développe le sous-chapitre. Alors, attends, je vais lui faire un petit départ lancé comme ça, voilà. Pour voir la différence. Et vous allez voir qu'en termes de ton, tu vois, même si c'est le même brief, Oui. ChatGPT va donner quelque chose d'hyper différent. Ok? Ouais, il est plus lisse, quoi, un peu. Voilà, plus lisse. Parce que Grok, comme il n'a aucune censure, souvent, il va vraiment se lâcher. Ok. D'accord. Et donc, selon les cas, bah, ça va être plus intéressant d'aller voir dans une IA plutôt qu'une autre. Donc, ma recommandation, vraiment, c'est de jouer avec un petit peu tous. Tu vois, moi, donc, j'ai une version payante de ChatGPT, j'ai une version gratuite de Le Chat, une version gratuite de Claude, version gratuite de Grok, version payante de Gemini, version gratuite de Qwen et de DeepSeek. Et Ah, franchement, tu vois, à chaque fois, je jongle Alors, avec je tout. te propose, c'est que là, vraiment en une minute, tu nous expliques vite fait la différence entre enfin, l'importance de ChatGPT payant ou gratuit pour faire son mémoire. Et il y a Marie-Paul qui est là, qui va venir juste nous rejoindre en plateau juste après ça. Donc, Génial. voilà, est-ce que tu peux déjà nous expliquer du coup en une minute la différence entre la version gratuite et payante de Ok, ok. ChatGPT? Franchement, ça c'est un truc, ça c'est une super question. Parce que aujourd'hui, enfin, comme vous l'avez vu, on est dans une révolution. On est dans une révolution qui est complètement dingue. Je vous en ai parlé au début du live. Disons que dans ma carrière, j'ai dû 4 fois déjà prendre tout ce que je savais et tout mettre à la poubelle. Mais il n'y a jamais eu de révolution au niveau de celle de l'IA. Pour vous donner un autre exemple, à côté de mon travail dans mon agence de communication La Dictature du Beau, j'ai la chance également d'être photographe. Je suis photographe beauté, donc voilà ce que je fais dans les grandes lignes. Et là aussi, je me suis fait terrasser. Et j'ai bien utilisé le terme terrasser par l'IA. Tu vois, terrasser, j'insiste sur ce fait. Regardez bien. Ça, c'est une image que j'ai créée avec l'IA. Okay, là, je suis dans Photoshop et c'est une image qui est faite avec l'IA. Et si vous regardez bien ici, je suis à 5% de zoom. 5% de zoom, Mhm. c'est pas beaucoup, d'accord? Parce que disons que de manière classique, les images qui sont faites par l'IA, elles sont toutes petites, elles ne sont pas imprimables. Et franchement, là, on est au CNIT aujourd'hui. Et si j'ai envie d'imprimer l'image sur le CNIT, c'est possible, voire même, je pense que je pourrais même aller plus loin, peut-être au niveau de la Tour Eiffel. Accrochez-vous, je vais vous amener dans un voyage. Regardez bien. Là, je passe à 8% de zoom. Regardez comment c'est dingue. Là, je passe à 16% de zoom. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Là, je passe à 50% de zoom. Je laisse une pause pour le drame. Franchement, c'est juste complètement incroyable. Et j'avance encore. Regarde, là, je suis à 100% de zoom. Okay, quand je vous parlé de voyage, franchement, enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression de vivre. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être sponsorisé par Fujifilm, qui font des appareils photo moyen Mhm. format. Mhm. Et c'est juste complètement fou la différence. Donc, bien sûr qu'il y a ça qui va être très présent. Et donc, la question que je vais vous poser à tous, c'est que vous êtes à 20 $ de passer à côté d'une des plus grosses révolutions que vous avez jamais eues dans votre vie. 20 $. Réfléchissez à comment vous avez dépensé n'importe comment 20 $ ce week-end. Je pense que j'ai plein d'étudiants face à moi là. Est-ce que vous l'avez 20 $ ce week-end? Même toi, comment tu as dépensé 20 $ ce week-end? Peut-être pour Et des boire un choses pas dingues, verre. voilà, tu vois, boire un verre. Et bien sûr qu'il y aura une énorme différence entre une version gratuite et une version payante. Parfois, c'est pas toujours complètement vrai, parce que par exemple, il y a DeepSeek qui nous vient de Chine, qui s'est pointé et qui a pas mal révolutionné avec un système qui était quasiment autant performant que ChatGPT, Ouais. mais version gratuite. Mm. En revanche, tu vois, si c'est pour l'écriture d'un mémoire, si c'est peut-être pour trouver un job, si c'est pour gagner des super pouvoirs au moment où vous allez chercher un boulot pour vos entretiens, etc., et pour écrire votre curriculum Mhm. ou même, tu vois, je sais pas, un dossier que sais-je, franchement, ça vaut trop le coup, d'accord? Donc, posez-vous cette question. Et puis, peut-être que vous pouvez vous donner un défi. 20 $ par mois, ça fait 240 $ par an. Et ben, essayez de vous dire, OK, les 240 $ que j'ai investis, je vais essayer de les rembourser, mais pas juste de les rembourser fois 10, voire même peut-être fois 100. Une chose est sûre, c'est que quelqu'un qui maîtrise à fond l'IA, regardez ce que je viens de vous montrer sur Photoshop, d'accord?
quelqu'un qui maîtrise à fond l'IA, il a des super pouvoirs dans un entretien d'embauche. Et peut-être que toi, tu allais répondre à des entretiens peut-être pour 30K par an, et bien grâce à ça, peut-être que tu vas pouvoir répondre à des entretiens pour 40, 50, 60K par an, d'accord? Et Ok. donc, tu vois, cet investissement de 240 $ est dingue. Tu m'as demandé 1 minute, je suis désolé, je T'inquiète. t'ai Non, mais fait c'est hyper un tout petit intéressant. peu plus long, quoi. Alors, moi, je vous propose d'accueillir tout de suite Marie-Paul Babi qui est là. Marie, tu es là? Tac. Alors, Marie-Paul qui va répondre à la question Voilà. que tout le monde Alors, se pose. D'accord. Marie-Paul, La question que tout le monde se pose, c'est enfin, pour moi, une des plus importantes, c'est est-ce qu'on a le droit, juridiquement, quelque part, tu vois, d'utiliser l'IA dans une certaine mesure pour la création d'un mémoire, d'accord? Disons que si un prof me met 0 parce que j'ai utilisé l'IA, à voir à quel point, est-ce que c'est un 0 qui est mérité? Est-ce que moi, je peux venir m'opposer à ça? Enfin, que dit la loi par rapport à ça? Enfin, moi, personnellement, c'est la La question. loi ne dit rien. Alors, attends, on va alors, tout de suite. La loi ne dit absolument rien. C'est vous qui êtes passionné, qui avez mis un super post sur LinkedIn que j'ai adoré. Malheureusement, je ne peux pas le lire et j'ai senti qu'on allait beaucoup s'amuser. Alors déjà, Marie-Paul, Ouais. alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent C'est vrai? de qui tu es? Pourquoi tu ne me présentes pas? Moi, je peux te dire que tu es juriste, tu es aussi formatrice. Mm. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est pour nous expliquer, nous donner ton avis D'accord. sur comment tu vois l'IA en tant que juriste et formatrice par rapport à tes élèves, parce que tu vois ce côté où les élèves l'utilisent peut-être de la bonne façon, de la mauvaise façon. D'accord. Et pour toi, c'est quelque chose qui peut être à la fois assez négatif à certains moments, Mhm. parce que tu as ce sentiment que les étudiants n'apprennent plus par eux-mêmes et se disent en fait c'est un moyen facile de faire ses exercices, de faire ses cours, et après plus de temps pour faire ce qu'on a envie de faire. Et au final, c'est juste un D'accord. moyen de ne pas travailler, quoi. Ok, ok, merci déjà. Donc, évidemment, je suis formatrice en droit. Donc, j'ai étudié le droit, évidemment. Je suis aussi juriste. Mhm. Je suis aussi chef d'entreprise. Je suis aussi arbitre. Je suis aussi médiatrice. Mais là, j'ai étudié et moi, quand je rendais mon mémoire, il n'y avait pas encore l'IA. Pourtant, j'ai réussi. Je pense que ça vous montre une voie de ce que je pense. Alors, Monsieur Belair, vraiment, j'ai suivi un peu votre passion incommensurable pour l'IA et vraiment, ou ChatGPT, excusez-moi, c'est ça. Et j'en suis très heureuse. Et vous serez surprise de savoir que je ne suis pas contre. Il faut aller avec son temps, il faut avancer, il faut évoluer avec son temps. Il y a 40 ans, on passait du papier. Donc, vous avez vu, je suis venue avec un ordi, pas avec un papier. Pourtant, je suis dans l'ancienne génération. Et je prends des notes parce que j'ai appris comme ça. On passait évidemment du papier à la machine, et ainsi de suite, après aux ordinateurs. Il faut évoluer avec son temps. Mais il faut également comprendre que autant quelque chose vous passionne parce que vous en avez vu toute la maîtrise de cela, autant nous, en tant que juristes ou même d'autres personnes, se posent la question de savoir les effets inverses de l'utilisation de cela. Sur votre poste, vous avez dit il y a quelques années, les gens disaient non, n'utilisez pas l'Internet, il fallait aller dans les encyclopédies. C'est vrai parce que c'est ce qu'ils avaient appris. Et ils pensaient que c'était ça la norme. Et aujourd'hui, nous, ce que nous disons clairement, j'assume mon fait, que utiliser ChatGPT pour écrire tout un devoir, pour moi, ça peut être équivalent à de la tricherie. Pas parce que ChatGPT vous a aidé à faire le travail. Pour moi, c'est un moyen d'aide, d'apprentissage. Clairement, il n'y a aucun problème. Et je l'utilise également pour avoir une base de ce que je souhaite. Mais me rédiger tout un devoir avec les structures à des étudiants que nous maîtrisons qui ne sont même pas capables d'écrire leur prénom et qui ce jour-là va nous sortir un test mais très bien mené, excusez-moi, ce n'est pas être contre l'utilisation, c'est être contre le fait que nos étudiants, et j'assume, certains préfèrent la facilité. Quand nous donnons cours en tant que professeurs,
nous estimons que nous leur donnons un savoir qui va leur servir. Quand nous avons un devoir, une épreuve, nous estimons qu'ils vont réviser. C'est ce qu'on apprend à l'école. Ils vont réviser, ils vont venir et ils vont faire un examen qui va évaluer leur capacité à avoir compris le cours ou la matière. Donc aujourd'hui, les devoirs ne se font plus à l'écrit, enfin je dis feuille et papier. On utilise l'ordinateur, pas de souci. Il n'y a plus de révision, ils n'en ont pas besoin. Ils viennent et je sais de quoi je parle, je fais des devoirs. 20 minutes avant, ils ne sont pas capables de donner une basique définition. Parce qu'ils savent quoi? Mais nous aurons accès à l'Internet. Mais nous aurons accès à ChatGPT. Pourquoi réviser? Et du coup, on te pose Et la question, donc, pourquoi réviser alors? Mais pourquoi réviser? Donc nous, effectivement, nous sommes payés pour donner cours à des personnes qui, à la fin de l'année, ou même à la fin de l'année, au devoir, n'ont plus besoin de faire d'efforts et qui vont nous pondre un devoir très bien fait. Rien à dire. Mais en réalité, nous connaissons le niveau de ces étudiants. Voilà la substance, M. Belair. Voilà la substance de ce que nous sommes en train d'évoquer. Ce n'est pas être contre l'intelligence artificielle, mais l'utilisation qui rend des étudiants feignants et qui, demain, n'ont pas été capables de retenir quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il faut aimer le droit. Ça, c'est même pas ça de ça. Je parle de plusieurs matières. Nous avons tous ce même problème. D'accord? À tous ce même problème. Et qui, demain, sont prêts à aller demander, comme vous avez dit, faire, comment dire, un entretien d'embauche en utilisant l'IA. Mais seulement c'est que moi, derrière, quand je recrute quelqu'un, je ne recrute pas l'IA. Je recrute quelqu'un pour ses compétences, pour ce qu'il aura appris. Alors, quand je vais lui demander, parce qu'il viendra faire un stage de droit chez moi, la question basique, qu'est-ce que c'est que le contrat? Il n'aura pas l'IA en face de lui. Parce que là, je parle d'humain à humain. Et là, il n'aura pas eu le temps d'aller chercher. Et là est la limite de ce que nous sommes en train de dire. Okay. Si l'étudiant n'est pas capable d'utiliser l'IA pour produire un travail personnel, c'est ce qu'on appelle en droit du plagiat. Parce que l'IA utilise des textes d'autres auteurs, je ne maîtrise pas selon la programmation, le ressort, et concrètement, ce que l'étudiant utilise ne sont pas ses phrases, ne sont pas sa formulation, ne sont pas ses pensées. Donc, à qui on donne la note? D'autres mettent 0. Moi, quand c'est trop parfait, j'en ai des migraines. Parce que je sais et je connais le niveau des étudiants. J'en ai des migraines. Évidemment, je ne vais jamais mettre « Madame, je croyais que j'avais déchiré au contrôle. » Mais je réponds « Je suis d'accord, tu as déchiré. » Donc, j'ai partagé le point avec la machine. Ça peut, effectivement, mais nous enseignons pour donner un niveau aux étudiants. Quand aujourd'hui, nous avons des étudiants qui ne sont pas capables, à Bac+5, d'avoir un minimum de réflexion, qui ne savent toujours pas écrire leurs choses, parce que tout a été fait, voilà ce que nous contestons. En aucun cas, l'utilisation d'un outil qui nous sert tous. Je fais un doctorat, je l'utilise. Je l'utilise. Je ne suis même pas contre, je l'utilise. Mais derrière ce qu'il me produit, même moi, en utilisant l'IA, je vois les lacunes de l'IA. Parce que je viens d'une génération qui a appris à chercher. Je viens d'une génération qui sait aller à la bibliothèque. Je viens d'une génération qui sait se servir. Aujourd'hui, les livres, excusez-moi, sont digitalisés. Je sais lire. Je sais voir qu'est-ce qui est important, etc. Je sais formater mon esprit. Et c'est ce que le monde du travail demande. C'est ça que nous demandons. Pas quelqu'un qui va nous produire quelque chose complètement fait par une machine. Et qui est fier en disant c'est son travail. Je m'arrête là pour l'instant. C'est génial. Alors là, tu as dit beaucoup de choses. Ouais. Alors, et en vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense toi moi aussi. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec Paul? Donc, on va essayer un peu de développer un peu tout ça. Ce qui reste, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de comprendre en fait comment, malgré que l'État
est un peu en retard, l'éducation est un peu en retard. Comment au mieux utiliser l'IA parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Oui, C'est c'est avec, sûr. il faut faire avec. C'est comme quand il y a eu Internet, il faut faire avec et comment on peut le faire. Et moi, j'ai envie de poser la question à tous les deux, c'est en fait, donc si je comprends bien, l'idée, c'est de se dire l'étudiant doit avoir sa base d'apprentissage et comprendre et après s'aider à chercher l'IA. Voilà. Et comment vous voyez la limite entre les deux? C'est à quel moment on peut voir cette limite-là? C'est est-ce qu'ils doivent, quand on reprend l'exemple de ce qu'on a fait sur notre thèse, qu'on a fait une simulation de mémoire, est-ce que tu peux Ouais. montrer à Marie-Paul un peu ta simulation de mémoire? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que pour toi, J'ai suivi légèrement. voilà, un est-ce tout que petit pour peu. toi, par exemple, une utilisation comme ça, c'est déjà trop poussé pour l'IA? Ou est-ce que pour toi, là, on reste encore sur quelque chose d'un apprentissage? Le fait de demander à chaque fois d'aller sur demander des chapitres, des sous-chapitres, d'essayer de développer, est-ce que pour toi, cette recherche-là, elle est déjà trop trichée? Tu te dirais, en fait, la machine, elle fait tout. Ou est-ce que tu as quand même cette réflexion de l'étudiant qui va penser comme ça? Ok, alors je vais répondre tout à l'heure. Non, c'était lundi. J'ai corrigé rapidement et après on va venir au mémoire. J'ai corrigé très rapidement un devoir, très très vite. Aujourd'hui, le coup d'œil fait que je sais automatiquement quand c'est l'IA qui a écrit. Comme je dis, moi, par expérience, au bout de 17 ans, je vois tout de suite le niveau des étudiants. Je le vois tout de suite. Il y en a certains qui sont très bons et tout. C'est pas ça. Bien. Et le devoir, je pense que cet étudiant a dû demander quelque chose à l'IA, un sous-thème, qui lui a répondu. Très bien. Donc, il a copié, il a collé. Et 3 questions après, j'ai juste reformulé la question autrement. Et il a dû encore aller demander à l'IA. Ok. D'accord? Ils sont très brillants, nos étudiants. Non, ils sont extraordinaires. Oh, dans la triche, c'est le haut, c'est le high level. Alors, je leur dis tout le temps, même tricher, c'est de l'art. Voilà, c'est ça. Tricher, c'est de l'art. Il a dû redemander. Et là, l'IA, je ne sais pas comment il a formulé, mais l'IA lui a donné une réponse. Mais quand je vous dis à l'opposé du tout de ce que je voulais. Donc, comme il a copié et collé, pour une question basique juridique, je suis partie dans des réponses avec des couleurs, des machins. Donc, en fait, sa formulation a été mauvaise, je suppose. Mais il n'a pas réfléchi. Pour lui, la machine Avait raison. avait raison. Ouais. Voilà un autre point. C'est intéressant. ça. Voilà, qu'il faut savoir. Pour eux, la machine ne peut pas se tromper. Donc, c'est la machine, quand tu lui dis, ChatGPT, dis-moi ça, mais il te dit. Donc, il copie, il colle. Mais quand je dis qu'il était complètement à l'opposé, mais complètement, j'ai même souri. Je vous pose des questions. Quels sont les tribunaux compétents? Je ne sais pas quel IA il a utilisé, enfin, quel ChatGPT il a utilisé, et a donné l'ancienne composition des tribunaux d'avant. Oui. Alors qu'il y a une réforme. Donc peut-être la programmation n'avait pas encore été faite, la mise à jour, je ne sais pas. Je pense que Patrick peut répondre. Donc effectivement, alors que moi dans mon cours, j'ai aboyé pour leur expliquer ça. Et un prof se flatte quand on lui montre qu'on a suivi son cours. À la limite même, s'il voulait tricher, j'aurais préféré qu'ils ouvrent mes cours et qu'ils copient ce que j'ai dit. Là, j'aurais été flatté. Là, je vais dire, au moins, c'est mon cours. Ouais. Certains sont plus brillants, disent, Madame, mon cours, vous avez donné tel exemple. Là, je sais qu'ils ont suivi un peu. Mais, effectivement, comme ils n'avaient pas révisé, la machine leur a donné les tribunaux avant la réforme. Évidemment, j'avais compris que ce n'était pas la bonne réponse. Donc, à partir de là, la question, elle est simple. Je répète et j'assume ce que je dis. Je ne suis pas contre l'interdiction pure et dure. Moi, je veux des étudiants dans ce monde de recherche, de l'entreprise, qui ont besoin de personnes opérationnelles tout de suite, qui vont leur permettre de gagner du fric, des personnes qui savent de quoi on parle. Ah, parce que ces personnes-là, elles vont demain en entreprise et elles sont Voilà. ça en direct. Donc c'est là, catastrophe. si on compte sur l'IA pour nous aider à répondre à des choses,
Là, ça deviendra difficile. Ça, c'est le monde de l'entreprise. Au niveau des mémoires, la même chose. Effectivement, un mémoire, il y a des parties, il y a des sous-parties, etc. Pour chaque sous-partie, il faut aller voir l'IA, demander effectivement chaque sous-partie. Et bien sûr, ça peut aider à avoir une autre sous-partie. Ce n'est pas mauvais. Mais le contenu à l'intérieur, c'est là où ça pose problème. Le contenu à l'intérieur pose problème. Je vais laisser Patrick donner et je vais revenir sur cette notion de plagiat. Alors, je voudrais juste poser une question à Patrick qui répond un peu à ce que disait Marie-Paul. C'est que est-ce que l'IA, moi, ce que j'ai l'impression quand je dis l'IA, c'est que tout ce qu'on dit, c'est génial. C'est-à-dire qu'elle va toujours dire, j'ai une idée, elle va dire, mais c'est génial ton idée. Elle va jamais te dire, fais attention, là tu peux te tromper, etc. Est-ce que c'est moi, c'est le ressenti que j'ai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste moi qui imagine ça? Alors, disons que c'est là que le côté deep research va être super intéressant. Okay. Disons que je reviens sur le point que vous avez donné, Marie-Paul. C'est sûr que sur la partie deep research, l'avantage au moins, c'est que plutôt que de poser une question basique à l'IA et puis à s'attendre que sa réponse soit le messie, quoi, quelque part, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie possible, je vais avoir plus de chances que ça fonctionne. On avait posé une question tout à l'heure, c'était sur l'actualité des fonctions publiques d'État. Okay. Et donc là, ici, on voit que l'IA, elle est allée chercher dans un certain nombre de sites avant de donner une réponse. Disons que ça c'est tous les sites sur lesquels l'IA est allée chercher. Et donc, on a une réponse qui va être beaucoup plus étayée parce qu'on a eu cette recherche profonde, déjà. Après, je pense que c'est important aussi de revenir sur le fait qu'on est complètement d'accord sur... Juste une question pour ne pas vous interrompre. Vous voyez toutes les recherches que vous avez mises en bas, juste en bas, tout sur le site, Honnêtement, combien d'étudiants pour rédiger leur mémoire vont lire ou cliquer sur ça pour rédiger? Alors qu'un mémoire est un travail de recherche. Bien sûr. Mais c'est ça qui est génial. Combien vont faire une bibliographie et auront lu ne serait-ce que le tiers de ce que vous avez lu? C'est ça qui est génial. C'est que quelque part, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on est face à une maladie. Et d'ailleurs, je trouve que le sujet de mémoire que tu as pris est hyper intéressant. Tu vois, sur le sujet, je rappelle, c'est l'impact des réseaux sociaux sur la concentration. Voilà, l'impact des réseaux sociaux sur la concentration. On est clairement dans la génération flemme. Et tu l'as extrêmement bien démontré. Disons que je suis tellement heureuse d'entendre ça. Je vais même t'offrir un verre après. Ok, avec plaisir. Donc, génération flemme. Ce qui fait que je pense que nous, et c'est pour ça que ce live, il est super important, parce que nous, en tant qu'enseignants, là, tu vois, je vais prendre vraiment cette casquette d'enseignant aussi, on a ce devoir de repenser la manière de transférer les compétences. Exactement. On a ce devoir de réfléchir à comment, au temps de l'IA, on va pouvoir faire en sorte d'avoir des gens qui sortent d'études avec un niveau fabuleux. Exactement. Et disons qu'aujourd'hui, malheureusement, quelque part, il y a d'un côté l'IA qui va très vite et l'éducation qui, bien sûr, a parfois quelques lenteurs, qui fait qu'en termes d'adaptation, ça ne peut pas aller aussi vite. De toute façon, ce n'est pas très bon non plus que ça aille trop vite. Mais je pense qu'il va falloir de plus en plus, et qu'on soit vraiment rapide sur ce point, qu'on s'adapte aussi, qu'on adapte nos sujets, parce que certainement, et tu l'as très bien démontré, parfois tu demandes des choses à tes étudiants, et les réponses qui sortent, tu vois, c'est du copier-coller de ChatGPT, ils n'ont même pas relu ton cours, ils n'ont pas lu bien l'énoncé. Donc, au-delà de faire des cours un petit peu comme avant, quelque part, il va falloir qu'on réfléchisse à quels sont les outils qu'on va pouvoir mettre en place dans les cours pour justement ramener les étudiants à une réflexion, à des choses qui les boostent, etc. Parce qu'on est au temps de l'IA, c'est comme au temps de la calculatrice, d'accord ? Il faut qu'on réinvente nos manières de réfléchir, justement, et c'est ça qui est génial. Et là, bien sûr que moi, j'ai pris l'exemple extrême dans la rédaction du MMA, où là, c'est ChatGPT qui fait tout le boulot. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Si on garde cet exercice, d'ailleurs, est-ce que c'est intéressant de le garder encore ? Est-ce que du coup, toi, ton point de vue, est-ce que le mémoire... Attends, juste, Patrick, ton micro, est-ce que tu peux le remettre bien, parce qu'il est un peu sous... Aïe. C'était pour le son. Est-ce que pour toi, en tant que formatrice, le mémoire reste, du coup, aujourd'hui, quelque chose d'utilisable, ou est-ce qu'il faudrait changer cet exercice par un autre parce qu'on a l'IA? Vous savez, je pense que comme toute chose, quand la technologie arrive, surtout l'IA, et je suis d'accord avec Patrick, c'est parti très très vite. C'est parti très très vite.
il faut vraiment un temps d'adaptation. Il y a toute une génération que moi j'appelle la génération Wi-Fi. Moi, je viens d'une génération où j'ai vu le téléphone, le smartphone venir. Et comme je vois comment moi j'ai dû apprendre, et je vois ma fille qui est quasiment née avec, même bébé qui savait déjà faire ça. Donc, on sent que les choses vont très très vite. Il faut s'adapter. Mais quel est le but? Et la question aujourd'hui est de savoir quel est le but de l'éducation ou de ce que nous nous donnons. Oui. Quel est le but? Et c'est à partir de là que nous allons réfléchir. Je reprends le test de Patrick. Je sais que c'était pour titiller, mais je vais répondre après sur LinkedIn. Il dit, si votre exercice peut être résolu avec un simple copier-coller, ce n'est pas l'étudiant le problème, c'est l'exercice. Et là, c'est comme interdit les calculatrices en 2025, absurde. Je recommence. Si votre exercice peut être résolu avec un simple copier-coller, ce n'est pas l'étudiant le problème, c'est l'exercice. Alors, Patrick dit, et c'est là où je trouve qu'il se contredit lui-même dans sa passion. Il est en train de nous dire que donner des exercices, moi je parle de ce que je connais, je parle du droit. Le droit, je ne vais pas réinventer la roue. Je ne vais pas réinventer la roue. Il y a des étudiants ici peut-être en RH. RH, c'est une gestion de l'humain et du personnel. On ne va pas changer ça. Ça leur demande d'être en contact avec l'humain. Et c'est ce qu'on va leur apprendre par différents stades. Alors, quand moi, je vais leur poser la question, par exemple, s'il y a un salarié qui arrive et qui est harcelé, d'accord, par exemple, ChatGPT, par ChatGPT, bien sûr qu'ils vont aller dans ChatGPT et ChatGPT va leur dire, ben écoutez, conformément à l'article temps, le truc, il faut faire ça. C'est une aide. Mais derrière, humainement, comment il le pratique? Donc, ce n'est pas l'exercice le problème. C'est un outil qui a été mis pour un but défini et qui envoie sa source détournée. Donc, il faut qu'on redéfinisse qu'est-ce qu'on veut maintenant pour notre génération et l'éducation. On veut des bébés Kamdo qui vont tout avoir servi. OK, dans ce cas qu'ils arrivent en entreprise, ne leur demandons pas de faire des choses extraordinaires parce qu'ils n'ont pas appris à le faire. La machine leur a appris. Donc, on va les former. Si c'est ce qu'on veut, je suis d'accord avec le reste. Et pour aller dans ton sens, on va prendre l'exemple de la calculatrice. La calculatrice, ça date Vous l'aimez, la calculette, hein? Non, mais quand on était petit, moi, quand j'étais petit, j'avais déjà la calculatrice. Et je pense que pour tout le monde, ça a été le cas. Malgré ça, on a quand même appris à faire des calculs et à comprendre le calcul. Oui. On aurait très bien pu nous dire, en fait, mets le calcul dans ta calculette. 3 fois 6. Voilà, et on va... 18. Si. Voilà. 8 fois 7. Et du coup, il y a ce côté-là de dire, en fait, c'est important de le savoir parce qu'on on pourrait tout de suite demander à une calculatrice ou à ChatGPT de répondre à ça. Bien sûr. Mais on a plus ce côté de compréhension. Du coup, l'exercice, pour moi, n'est pas forcément le problème parce qu'il y a des exercices qu'on doit savoir faire comme un calcul qu'on doit savoir faire malgré qu'on est la calculatrice. Il y a une depuis méthodologie. toujours. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est sûr que c'est là où vraiment le point, disons que mon objectif, c'est parfois de jeter une pierre dans la mare, d'accord, pour justement pousser les gens à réfléchir. Parce que, comme on l'a vu, disons que j'ai aussi évoqué le métier de photographe. Je me souviens au début des années 2000, tous les bien-pensants et tous les vieux de la vieille de la photo qui me disaient « Ah, la photo numérique, ce sera jamais aussi bien que le film ». On voit 20 ans plus tard ou même 15 ans plus tard déjà ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est hyper important aujourd'hui qu'on soit là pour réfléchir. Et c'est ça qu'on fait autour de cette table. Et ça c'est juste génial. Patrick, je peux te donner l'exemple de Snapchat. On sort légèrement du contexte. Vas-y. Bien. Snapchat aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ce qu'on appelle les filtres. Donc, nous tous, moi y compris, je mets les filtres. À force de mettre les filtres, qu'est-ce qui se passe? Le jour où je vois mon vrai visage, je sursaute. Je dis, ça je ressemble. Pourquoi? Parce que les filtres m'ont mise dans une illusion pendant très longtemps. Et que ce qui apparaît dans le filtre,
ce n'est pas moi. En réalité, je vois, j'ai l'impression que c'est moi parce que c'est moi qui ai pris la photo, mais en réalité, ce n'est pas moi. J'ai des boutons, je cache avec du maquillage, mais le filtre me rend parfaite et me croit que je suis plus jeune. Mais quand je regarde le vrai miroir, je sursaute. En fait, ne mettons pas les personnes dans l'illusion. Il faut qu'ils arrivent à faire la différence entre l'utilisation d'un outil nécessaire et pratique et le fait que derrière ça, c'est juste une aide. Et que cet outil-là, quand tu l'utilises plus, et qui te mâche tout le boulot, ça devient problématique. Génial ça. Justement, j'ai donné une méthodologie sur comment l'IA allait pouvoir être un booster de culture. Donc, l'idée, c'était de demander à l'IA quels étaient les experts sur un thème et de nous aider à résumer leurs meilleurs livres, etc., etc. Donc, ce qui peut donner un hyper boost au niveau de la culture. J'en parlais aussi donc sur la partie marketing, sur la partie photo. Moi, j'ai jamais autant appris qu'autant de l'IA. La photo, quand elle est trafiquée, si tu me rends plus fine, oui. Si tu me caches mes boutons, oui, mais... si tu me fais comme ça ressembler à Kim Kardashian, est-ce que c'est moi? Oui, enfin non, ce sera pas toi, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment, tu vois, puisque notre objectif, on a un objectif commun, tous autour de cette table, c'est de trouver la meilleure solution pour faire en sorte que les étudiants soient prêts pour l'avenir avec des méthodologies qui soient les plus adaptées. Oui. Essayons d'imaginer, à la place du mémoire, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme exercice ou comme workshop ou ce genre de choses, peut-être pour la fin d'études, qui pourrait justement préparer les étudiants à leur futur. Parce que leur futur, quelque part, ils n'ont pas eu le choix. Comme j'ai pas eu le choix, comme tu n'as pas eu le choix. Ça veut dire que la boîte de Pandore sur l'IA, elle a été ouverte. D'accord ? C'est Microsoft, OpenAI, Google, Amazon, etc., etc., qui ont ouvert cette boîte de Pandore, qui ont libéré quelque part l'IA, et ça a complètement chamboulé toutes nos vies. D'accord ? Disons que quelque part, comme on le voit aujourd'hui, c'est dans notre quotidien sur plein de choses, sur les études. Et maintenant, on doit faire avec, même si on ne nous a pas demandé si on était d'accord ou pas. Qu'est-ce que tu verrais ? Est-ce que tu penses qu'il faut rien changer ou si on change, je pense que voilà, ça il y aura des changements. Poser cette question, qu'est-ce que tu... Enfin, ça peut être intéressant justement, puisqu'on est là pour parler de ça, puisque tu vois de tes yeux cette problématique. Tu nous l'as décrit de manière extrêmement concrète, que certains de tes étudiants n'avaient pas lu ton cours, qu'ils aient juste mis dans ChatGPT, que certains étudiants n'avaient pas compris l'énoncé, qu'ils aient juste mis dans ChatGPT, copier-coller la réponse. Donc, quel exercice est-ce que tu... ou quel workshop ou quelle typologie de transfert de compétences / formation tu proposerais pour un meilleur avenir au temps de l'IA ? Vous savez, le système éducatif va être forcément réformé. Je ne sais pas, je ne fais pas partie de ceux qui vont là, mais ça va forcément être réformé. Ça, c'est certain, il faudra avancer avec son temps. Évidemment, l'école en 1800 n'est pas le même que maintenant. Ça, c'est obligé d'évoluer. Mais le but majeur, je répète, c'est d'avoir un niveau. Tu commences par la maternelle, tu apprends A, B, C, D, tu montes CP, etc. Donc, plus tu acquérir certaines connaissances, on te fait monter jusqu'à ce que tu arrives à l'université, Bac+3, Bac+4, Bac+5. Pourquoi quelqu'un aujourd'hui, Patrick, qui a Bac+5, lorsqu'il arrive dans une entreprise, parce que moi j'ai une finalité, c'est l'entreprise. Avoir un mémoire va valider une année, d'accord, pour te permettre d'obtenir ton diplôme. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de l'entreprise. À la fin, ils vont rentrer dans une entreprise qui va valider, qui va croire que l'école qui leur a donné le diplôme, cet étudiant-là a le niveau les compétences adéquat. C'est pour ça que son niveau sera ajusté à son salaire. Donc, quand tu as Bac+3, on te dit que tu es entre 25 et 30. Quand tu as Bac+4, tu es entre 35 et 30. Et quand tu as Bac+5, on te fournit une grille salariale. C'est pour ça que certains peuvent être frustrés parce qu'ils ont eu Bac+3, malgré leur expérience. Quelqu'un qui a Bac+5 viendra être un responsable au-dessus d'eux. Pourquoi ? Parce qu'il a eu le niveau. Et même maintenant, quand il va être dans la pratique,
on va se rendre compte que il ne sait pas écrire. Je donne vraiment un exemple basique. Il n'a pas les compétences escomptées, ni en management, ni en gestion du personnel, rien. Pourquoi? Parce que cet étudiant aura passé son temps à utiliser la machine. Raison Je de plus. répète, C'est point. génial, mais oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mémoire en fin d'année est de solder au niveau écrit et oralement. C'est deux parties. Ce que tu as écrit, oralement, on essaie de tester si ce que tu as dit est conforme à ce que tu vas dire. Tu défends ton idée. Et c'est là où souvent il y a des problèmes. Parce que beaucoup ont eu des belles rédactions et se gourrent au niveau oral. Ou limite, l'ont même pas lu. Ils ne l'ont même pas lu. J'ai quand même arriver. eu le record d'avoir peut un arriver. étudiant qui, 2 ans auparavant, avait pris le mémoire de son ami 2 ans auparavant, avait juste mis son nom. Il y a des records. Là, c'est le high level de la tricherie. Lui, même pas besoin de l'IA pour ça. Lui-même, c'est l'IA. Alors, Donc, vas-y. je vais terminer. Vas-y, termine. Sorry, je vais terminer. Donc, ici, la réforme de l'éducation serait de quoi? À quel moment, ou réforme, à quel moment, si on considère qu'avec les mémoires, je ne me fais pas d'illusions, ça va continuer, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour tester autrement le niveau des étudiants? Et je ne dirai plus rien à part cette notion de plagiat. Ok. Qu'appelle-t-on le plagiat? Le plagiat, c'est de prendre des écrits ou des œuvres appartenant à quelqu'un qui sont protégées, plus ou moins, ou quelqu'un d'autre l'a fait, œuvres artistiques sorties de l'esprit, et de les utiliser personnellement sans avoir demandé l'accord de l'auteur principal. C'est ça le plagiat. Bien. Quand on rédige quelque chose, quand on fait quelque chose, si j'utilise une de tes images, je vais mettre quoi? Patrick Weller. Vous voyez un peu, image appartenant à. C'est pour ça que vous voyez l'IA, image de l'IA. On dit clairement que ce n'est pas toi qui as fait la photo, c'est l'IA qui l'a fait. Et on sait faire la différence. Mais lorsque l'étudiant utilise des formules, utilise des citations, utilise des textes, etc., avec des auteurs qui ne sont pas crédités, et qui prend et qu'il colle, et ces auteurs-là se rendent compte que c'est souvent leurs citations qui sont utilisées sans avoir obtenu l'accord, ça s'appelle Du plagiat. du plagiat, tout simplement. Juste Vas-y. très rapidement. Il y a 2 choses dans ce qu'elle s'est dit qui sont vraiment intéressantes sur lesquelles il faudra qu'on en revienne. Première chose, tu nous as parlé tout à l'heure du fait que toi, tu as dû toi-même te transformer en un détecteur IA. Et ça c'est aussi hyper intéressant d'en repenser tout ça parce que quelque part, c'est qu'il peut très bien y avoir quelqu'un qui va avoir tout rédigé à la main, mais qui va avoir utilisé l'IA peut-être juste pour le style et les fautes, et quelque part, elle a quand même utilisé l'IA. Et donc, toi, au niveau de ton détecteur, ce n'est pas toujours simple, tu vois, de l'avoir, sachant que les gens qui vont jouer ce rôle de détecteur, je rappelle qu'aujourd'hui, on n'a pas de technologie qui soit suffisamment fiable pour déterminer si précisément à 100% on est sûr que c'est fait par l'IA ou pas. Et donc, on a tous développé ce petit système où on pense que, et c'est notre expérience qui nous dit « Ah, ça c'est de l'IA, ça, c'est pas de l'IA ». Tu l'as dit, disons que tu avais mis au moins ta petite cuisine maison pour savoir comment. Et ça, c'est dangereux, bien sûr, parce que parfois, on peut se tromper aussi, quoi. Ça, c'était le premier point. Deuxième point sur la partie plagiat, c'est sûr que quand on fait du copier-coller, qui vient d'un site où je prends un texte qui est fait par quelqu'un, bien sûr que là, il n'y a aucun sujet. Maintenant, si je demande à l'IA, notamment sur le mémoire que tu nous as donné tout à l'heure, et que l'IA va rédiger des parties, disons que c'est l'IA qui va avoir quelque part halluciné cette réponse. Donc là, on n'est pas sur un copier-coller d'un morceau d'un texte, mais on est sur quelque chose qui a été réinventé à partir de multiples sources. Un petit peu comme moi je ferais. Est-ce que certaines citations de ces sources ont demandé l'accord de l'auteur? Alors, il n'y a pas de citation. Sauf si tu demandes expressément la citation d'un auteur. Mais sinon, ce serait comme si moi je lisais une dizaine de livres, ou plutôt un millier de livres. D'accord ? Moi, je lis un millier de livres et je fais un résumé. Est-ce que pour toi, c'est du plagiat? Si moi, je lis... Mais c'est ce que je fais pour préparer mes cours. D'accord ? Là, quelque part, c'est la même chose. Ça veut dire que l'IA, quand tu lui demandes « parle-moi de l'impact des réseaux sociaux sur la concentration », eh ben, l'IA, quelque part, va s'appuyer sur son savoir de milliers d'écrits sur les réseaux sociaux, sur la concentration, et va sortir quelque chose.
Est-ce que pour toi, c'est du plagiat, ça? Très bien. Alors, est-ce que pour moi, c'est du plagiat? Je répète, plein d'informations. Je sentais un vibreur, excusez-moi, je pensais que c'était moi. Plein d'informations, effectivement, prises par différents textes. Je répète que moi, je fais du droit, je n'ai pas inventé le droit. Donc, pour préparer, moi, en cours, je vais effectivement faire plusieurs recherches. D'accord? Donc, ici, sur plusieurs sites, sur plusieurs. Voilà. Et voir l'évolution de la loi et tout. Ça, c'est normal pour préparer mon cours. Et ça. Maintenant, l'expérience, c'est vrai que moi, j'ai une expérience professionnelle et la pratique vont servir de base à étayer ce que je dis. Voilà. Donc, vont servir de base. Donc, je donnerai un cas concret et qui vont déterminer ce que je l'ai dit théoriquement. C'est ça. Si je prends sa thématique, du moins sur les réseaux sociaux, et est-ce que les réseaux sociaux... L'impact sur la concentration. Sur la concentration, très bien. Tout de suite, de par mon expérience, on va chercher qu'est-ce qu'il veut dire par concentration, qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux, comment est-ce que c'est né, comment on vivait avant, comment maintenant, aujourd'hui, tout le monde est dessus, le nombre de millions, qu'est-ce qu'ils y font, les réseaux sociaux sont bons, quels sont les effets négatifs, etc., etc. Tout de suite, moi, tu me donnes un thème comme ça. C'est vrai, vous allez dire que j'ai 20 ans d'expérience, 25 d'expérience. Donc, tout de suite, quand je vois un titre comme ça, déjà, il y a des idées qui vont polluer dans ma tête. Une fois que ces idées vont polluer dans ma tête, effectivement, je vais les mettre dans l'écrit, même s'ils ne sont pas structurés. Donc, je sais comment m'organiser. À partir de là, je peux aller maintenant vers l'IA, évidemment, qui vont me donner quelques normes. Ce n'est pas mauvais. Mais derrière ça, qu'est-ce que toi-même tu penses dans ta pratique? C'est ça, moi, mon but. Après avoir cherché cette théorie de différents auteurs, qu'est-ce que lui-même il pense? S'il n'a sorti que ce que l'IA a dit et que je n'ai pas eu, lui, personnellement, sa touche, c'est là qu'il pose problème. Qu'est-ce qu'il pense? Ça pose problème. Mais la question, c'est est-ce que c'est du plagiat, tu vois? Alors, regarde, si je prends ce texte... on dégaine un peu trop, là, il ne reste plus beaucoup de temps. D'accord. Il ne reste plus beaucoup de temps. Voilà, du coup, on a parlé beaucoup du plagiat et tout. Nous sommes des passionnés, désolé. Je voudrais qu'on revienne juste, et après, s'il y a des questions dans le public, il faut leur demander. Est-ce que vous avez des questions, vous, à ce niveau-là, des choses que vous voulez approfondir, des choses que vous voulez savoir, des choses... Oui, il y a une question là. Attends, juste... Hop. Bonjour. Bonjour. J'avais une question pour Madame Marie-Paul Baby. Voilà. Vous avez parlé du plagiat. Je voulais savoir si toujours du plagiat, si on prenait justement la citation d'une personne, mais qu'on mettait le prénom. Donc c'est du plagiat si on cite, mais qu'il n'y a pas l'accord à côté? Non, justement, ce n'est pas du plagiat. Si tu prends le texte d'un auteur et que tu mets en note de bas de page citation de M. Patrick Belair, on sait que c'est lui. Donc, on va voir, par exemple, note de bas de page 1, en dessous. Donc, ça, ce n'est pas du plagiat. C'est-à-dire, on sait que cette citation ne vient pas de vous. Et dans la rédaction d'un mémoire, on a le droit d'utiliser des citations d'autres auteurs. Il y a des gens qui ont déjà travaillé sur des thématiques. Donc, comme je vous dis, souvent, on ne crée pas forcément quelque chose de nouveau. Le but, c'est d'apporter sa légère contribution à peut-être quelque chose d'une thématique. Oui, c'est son point de vue. Et donner son point de vue personnel. C'est ça le but académique de cela. Donc, si vous avez mis une photo appartient, crédité à temps, etc., ou auteur, là, ce n'est pas du plagiat. Ce qui est considéré comme du plagiat, c'est lorsqu'effectivement tu utilises une citation de quelqu'un, copier-coller, le fameux copier-coller, automatiquement, et que c'est considéré comme étant toi qui l'as produit. Et c'est là où, le débat va se jouer finement au niveau de l'IA, de l'intelligence artificielle. Nous avons des règles, je n'ai plus le temps, c'est maintenant que je suis bien concentré, GDPR, RGPD, nous avons ces règles-là. Nous avons plusieurs règles au niveau européen parce que effectivement, quel est ce qui appartient à l'humain et qu'est-ce qui appartient maintenant à la machine? C'est ça qu'il faudrait déterminer. Et nous avons ce problème-là dans la rédaction des écrits. Vous savez très bien que les écrits, les livres, etc., sont considérés comme des œuvres artistiques, protégées également. Les États-Unis viennent de trancher, c'est libre de droit. Oui. Sur la partie image. Donc, tout ce qui est généré par l'intelligence artificielle est libre de droit. Donc, en gros, le texte que je viens de générer ici,
quelque part, serait libre de droit. Sur le livre de droit, non, mais certains documents venant de certaines universités ne sont pas libres de droit. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Disons Parce que c'est un travail de recherche. D'une université, Patrick, bien sûr. vous ne pouvez pas accepter, si vous vivez de quelque chose et que ça sort de votre esprit, que vous vivez de ça, de vos photos, Bien vous sûr, ne pouvez pas on est accepter que complètement d'accord. n'importe qui l'utilise. C'est pas parce que c'est libre de droit. Si je fais avec l'IA du Rembrandt, Oui. eh ben, quelque part, ça va se reconnaître que c'est du Rembrandt. Et donc, ça on est sera sur un problème. C'est du Eh Rembrandt. bien voilà, ça Est-ce- sera du plagiat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Non, Ne nous laissez pas continuer, hein, il faut. pour cadrer un peu. Merci pour la réponse. Oui. J'ai une question pour Patrick. Quels sont les risques à éviter, les pièges quand on fait son mémoire grâce à l'IA? Alors, les pièges, bien sûr. Enfin, je pense qu'on en a vu pas mal quand même aujourd'hui. Disons que je pense qu'on est au final tous d'accord aujourd'hui sur le fait que on a cet exercice à faire, d'accord? C'est un exercice qui va avoir vraiment besoin d'être réfléchi à nouveau parce qu'il est énormément réalisé avec ChatGPT. Aujourd'hui, vous avez été nombreux à dire je vais l'utiliser qu'à moitié, mais Marie-Paul l'a très bien écrit. Je pense que vous allez tous l'utiliser beaucoup. Et je pense que dans toute la France, tout le monde va l'utiliser beaucoup. D'accord? Et donc, on a cette problématique, ce premier piège, d'accord, de finalement pas réfléchir et de tout mettre dans ChatGPT, de juste faire des copier-coller avec le cas extrême que j'ai utilisé sur le début. Donc, je pense que pour éviter ce piège, c'est vraiment voir ça comme un assistant, voir ça comme un super pouvoir. Et c'est génial que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin sur votre culture, comme je vous ai montré sur le début. Derrière, vous allez pouvoir rédiger par vous-même, d'accord? Mais vous allez aussi pouvoir reprendre ChatGPT qui peut vous permettre de corriger vos fautes, peut-être d'améliorer votre style. Et là, ça va être génial. Peut-être de vous donner quelques idées, d'aller pousser, d'aller essayer d'atteindre le niveau 5, comme on l'a vu plus tard. Si vous gagnez du temps sur la relecture, c'est génial parce que c'est un temps hyper précieux pour vous qui vous permettra d'aller pousser votre projet parce que vous aurez gagné du temps. Et là, ça va être juste incroyable. Et donc, au final, on aura un vrai mélange du meilleur des deux mondes, du meilleur de ce que vous avez dans votre tête et de vos recherches, et du meilleur de ce que l'IA peut vous apporter en tant qu'assistant. Et là, ça va être incroyable. Et le dernier piège, voilà, ce serait vraiment de toujours faire cette confiance aveugle. N'hésitez pas aussi à bien le relire, à le faire relire par des experts qui pourront vous permettre aussi d'aller plus loin. Pourquoi pas même de faire relire tout le mémoire à une autre IA. D'accord? Ça aussi, c'est des choses qui vont permettre d'aller creuser. D'aller creuser niveau 2, 3, 4, 5. Parce que ça aussi, ça fonctionne très bien. Et c'est ça qui peut être vraiment super intéressant. D'ailleurs, juste en France, il y a des choses qui bougent. Il y a Tesoria qui, pour l'instant, est encore sur liste d'attente. Donc, ça va être une entreprise qui a décidé d'aider donc les étudiants dans la rédaction de leur mémoire avec l'IA, donc de la bonne façon. Pour l'instant, c'est que sur liste d'attente. Donc là, vous n'avez qu'à faire une capture d'écran de un écran, mais ça va bientôt ouvrir. Donc, il y a des initiatives qui bougent en France. Et c'est là vraiment que je pense qu'on en revient au cœur du débat qu'on a eu aujourd'hui. Je pense qu'il faut continuer à débattre. Je pense que c'est dans notre responsabilité, nous, en tant qu'enseignants, d'essayer d'améliorer, de trouver toujours toutes ces techniques qui vont permettre de préparer au mieux les étudiants à l'après-études pour qu'ils soient les plus performants possibles, qu'ils aient le meilleur niveau possible dans ce monde. Et ce monde, il y aura l'IA, quoi. En tout cas, donc, si on... Je suis obligé de dire quelque chose. Vous pouvez pas, non. Non. Au moins, non. Vas-y, je te laisse 2 minutes, après on va conclure. Oui, on va conclure. Alors là, Patrick m'achève à la fin. Mais non, il m'achève totalement. On est d'accord. Parce que, je répète, peut-être la différence, peut-être on ne pourra pas s'entendre, lui et moi, c'est que je crois en la capacité du cerveau humain. Et même lui qui est un fan de l'IA, c'est parce qu'il a appris et que son cerveau et son intelligence lui permettent de comprendre. Moi, j'y crois, personnellement. Il y a des choses qui vont nous faciliter la vie, ce qui est normal, mais en faire quelque chose qui va nous supplanter totalement, je suis contre. Même si ça évolue, vu comment c'est parti, je serai obligé de m'adapter, pas parce que je le souhaite, mais parce que l'évolution de la société l'aura demandé ainsi. Lorsqu'on crée un autre site, comme ce qu'il a présenté à la fin, où il faut rédiger, excusez-moi, c'est
Là. Voilà, c'est ça. Ton mémoire structuré, rédigé efficacement comme par l'IA. Alors que l'on a débattu pendant tout ce temps pour dire à des étudiants, utilisez l'IA, mais s'il vous plaît, apportez votre touche personnelle. Et là, à la fin, Patrick leur dit, d'accord, tu as rédigé, mais va encore checker par un IA. Et puis, il y a même un site encore qui va t'aider encore plus. Mais là, même les profs ne pourront pas détecter que c'est de l'IA. Je trouve ça quand même assez difficile. Pour nos pauvres étudiants, à qui on va encore faciliter la chose. Quand il y a quelque chose, quand un enfant fait des bêtises, on essaie de le structurer pour qu'il évite de faire des bêtises. Utiliser l'IA n'est pas une bêtise. Rentrer dans la facilité, dans la fainéantise est une bêtise. Mais quand là, pour les aider, on leur donne encore un autre moyen de tomber encore plus dans la fainéantise, je crois que là, Patrick, au niveau éducationnel, nous pourrons refaire plusieurs débats. Ok, merci. Alors, pour conclure, j'ai envie de vous dire, du coup, quand vous faites un mémoire à ChatGPT, il faut que ça vienne de vous. C'est ça. Ça vienne de vous, c'est un projet qui doit être personnel, mais que ça va être un outil, je pense, qui doit être aidé pour l'embellir et pour le structurer. Mais de base, c'est un projet personnel. Et on le voit dans mon milieu de travail, c'est vous qui travaillez, c'est pas l'IA. Sinon, ils ont embauché directement une IA pour faire travailler à votre place. Okay, donc, pour moi, c'est de voir, en conclusion, de voir vraiment ce côté de plus aujourd'hui et d'une aide. En tout cas, merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Marie-Paul. Et merci beaucoup à vous, le public, d'avoir suivi ce live en direct. J'espère que vous avez passé un beau moment. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain live. Bientôt. Merci. Merci à vous. Merci énormément.